Entre animal et végétal, le champignon renferme plusieurs qualités de ces deux règnes. Il se ramasse dans la nature à des saisons bien précises et est l'œuvre du travail des termites. Pourquoi attendre donc aussi longtemps pour déguster du champignon? C'est pour répondre à cette interrogation que l'homme s'est lancé à la culture de ce précieux produit. Pour en savoir davantage sur le champignon et sa culture, l'équipe de Planète Verte vous propose ce film documentaire à ma suite. Quand un chasseur rentre avec du champignon, on ne lui demande pas les résultats de sa chasse. Cette citation ancestrale fait paraître l'importance de premier ordre que cette plante a dans l'alimentation humaine. Le champignon est très prisé et pas toujours disponible. Sa première consommation par l'homme tient au ramassage dans les champs ou forêts en des saisons précises. Comment cela s'entend-il? Le thème même, c'est technique de collecte et production des champignons comestibles. C'est comme ça que ça se définit. Malheureusement, on passe très rapidement sur le terme collecte, alors que c'est celui-là qui nous donne la vie, ou alors qui par ignorance ou par mégarde peut nous donner la mort. La collecte, c'est la reconnaissance du champignon comestible ou non comestible. Il est important de savoir que tous les champignons dans la nature ne sont pas comestibles. Comment donc reconnaître le mycélium propre à notre alimentation? Le champignon toxique, c'est celui qui est non comestible, qui peut causer la mort, mais qui peut également perdre de sa toxicité dans certaines manipulations. Nous avons les champignons que nous consommons, qui sont toxiques au départ. Par exemple, quand vous voyez les champignons qui apparaissent sur les palmiers, ils ont un anneau et une volve, c'est-à-dire ils sortent dans une enveloppe, cette enveloppe se déchire, le chapeau se dégage. Et puis, sous le chapeau, vous allez voir un élément qui regarde vers le bas. Et à la souche, vous voyez un élément comme une entonnoir qui regarde vers le haut. C'est ça qu'on appelle la volve et l'anneau. Ces champignons, quand vous voyez un champignon avec la volve et l'anneau, il est toxique. Mais certains perdent de leur toxicité quand on les prépare. Ils deviennent donc comestibles. Effectivement, comment savoir s'il est comestible? Quand un champignon présente la toxicité, la première chose, il n'accepte pas l'habitat. C'est-à-dire qu'autour de lui, vous ne verrez pas la végétation. La deuxième chose, il n'accepte pas la cohabitation. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir les escargots, les mille-pattes, les mouches, les insectes, les fourmis et tous les autres prédateurs. Maintenant, ça ne suffit pas non plus. Si vous ne constatez pas la cohabitation, prenez le champignon, déchirez-le, c'est-à-dire le capophore, déchirez, frottez sur le nombril, attendez une dizaine de minutes. S'il ne démange pas, il est comestible. Si ce n'est pas suffisant, allez sous les selles, frottez sous les selles parce que c'est les parties les plus sensibles du corps, attendez une dizaine de minutes. Si ça ne démange pas, il peut être comestible. Mais jusque-là, cela ne suffit pas. L'autre expérience que vous devez faire, prenez de l'eau, posez-la au feu, faites-la bouillir, jetez les pièces d'argent blanches. Donc, ça veut dire la pièce de 100 francs, la pièce de 500 francs, la pièce de 50 francs blanche, jetez dans l'eau. Et maintenant, jetez les morceaux de capophore dans l'eau. Si les pièces noircissent et l'eau noircit, jetez votre eau et les champignons, lavez très bien votre récipient, récupérez votre pièce d'argent, ne les jetez pas parce qu'elles vont vous servir, mais ne mangez pas de ce champignon, il n'est pas comestible. Si vous n'avez pas de pièce d'argent, remplacez les pièces d'argent dans le même processus avec l'ail que vous dépelliculez, vous mettez dans l'eau, vous faites bouillir de l'eau, vous mettez dans l'eau qui bout déjà, vous jetez les capophores déjà déchirés, vous allez regarder, observer, si ça noircit, c'est qu'il n'est pas comestible. Maintenant, il y a une autre astuce que nous conseillons. Quand vous arrivez dans une localité, adressez-vous aux riverains pour qu'ils vous disent leurs habitudes alimentaires. S'ils ne consomment pas de ce champignon, vous pourrez les aider en faisant vos tests, mais assurez-vous d'abord qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas ce champignon. Avec du temps, l'homme est parvenu à sa domestication. Il le cultive en tout temps et cette culture est appelée la myciculture.
La mycéculture, dont entendez culture du champignon, culture du mycélium, comme on l'a dit tantôt, c'est cette activité-là qui consiste à prélever le champignon dans la nature, à le cultiver dans notre contexte pour qu'il soit disponible à tout moment. Un retour sur l'historique de cette pratique nous ramène au Japon dans les années 2000 avant Jésus-Christ. La mycéculture, c'est une très vieille pratique dans d'autres pays. Si on veut un peu faire référence, nous irons au Japon. C'est au Japon que la science est née à partir des recherches dans la fabrication des médicaments avec les naturothérapeutes qui fabriquaient des médicaments pour soigner les gens. Et parce que le champignon ne pouvait apparaître que pendant certaines saisons, naturellement en début de saison des pluies. Et il arrivait donc qu'on en ait besoin quand il ne pleuvait plus. Et du coup, on a donc commencé à penser à le domestiquer parce qu'il fallait l'avoir à tout moment quand on avait besoin de fabriquer les médicaments. C'est comme ça que la recherche s'est donc développée et a conduit les chercheurs de l'époque à trouver des formules pour faire les captures de spores de certaines espèces qui pouvaient être cultivables, les domestiquer et les multiplier pour les différentes étapes. Le Japon a gardé cette technique pendant longtemps. Mais dans le rapprochement de la culture ou alors des coutumes du côté de l'Asie, la Chine a suivi, la Corée a suivi, le Vietnam est venu ensuite et pratiquement c'est toute l'Asie qui est allée à la suite. Il faut attendre les années 1900 avant que la culture ne se répande en Europe. Il faut attendre les années 1900, c'est-à-dire le 19e siècle de notre époque, pour que cette technique soit maintenant transférée en Europe et avec la Hollande, la Belgique, la France et beaucoup d'autres pays, jusqu'en Norvège, sont entrés maintenant dans la culture des champignons. Le Cameroun, quant à lui, entre dans l'activité mycicole dans les années 1990. Grâce à une visite de l'ancien maire de la ville de Yaoundé, Emma Basile, en Chine. Le Cameroun, pour sa part, est entré dans les années 90 avec le regretté maire Emma Basile à Yaoundé qui avait effectué une visite d'amitié dans la ville de Sanchou en Chine pour une coopération. Et c'est de là qu'on le promène pour voir des activités génératrices de revenus qui permettaient de l'autre côté de lutter contre la pauvreté. Il découvre donc qu'on peut faire les champignons. La particularité donc, c'est que à la découverte de monsieur le délégué de gouvernement à l'époque, c'est les handicapés moteurs, les personnes âgées qui travaillaient dans ces structures. Et il a été très intéressé parce que pratiquement ici chez nous, ces personnes-là étaient délaissées. Ça lui donne donc envie de demander à ses hôtes comment cela pouvait se faire. Et naturellement, on lui dit, mais c'est pour cela que nous vous avons conduit dans ces exploitations pour que vous voyez comment nous faisons. La connaissance de cette culture va être transmise aux premiers Camerounais par les Chinois. Les Chinois décident donc de débarquer au Cameroun. Nous sommes là dans les années 1990. Ils installent donc une unité de production de champignons complète à Obala. Obala qui est pratiquement le croisement de toutes les zones agroécologiques du Cameroun avec la climatologie où on retrouve le climat sahélien, le climat tropical, ainsi de suite. C'est donc de là que c'est parti. Et ils font donc les premières formations. En 1996, donc, les Chinois estiment que les Camerounais sont déjà capables de mener l'activité, de conduire la structure. Ils s'en vont donc parce que, disent-ils, on ne peut pas produire le champignon à partir d'un seul point. Il fallait donc vulgariser, il fallait donc élargir, il fallait décentraliser. Par la suite, le ministère de l'Agriculture va prendre le relais pour la vulgarisation afin d'assurer aux Camerounais une consommation plus accrue des champignons. Les premiers formés ont été accompagnés sur le terrain, mais quand les Chinois sont partis, le projet a été logé au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. C'est donc le ministère de l'Agriculture et du Développement rural qui prend en charge maintenant de créer dans la décentralisation un point focal dans chaque région, des unités de multiplication de semences dans les régions. À l'époque, il y en avait 3. La 4e, c'était au projet de multiplication de semences. Il y avait le littoral, le sud-ouest, que le GIC Mahol abritait, donc ici. Il y avait le centre, le sud et l'est qui étaient hébergés au projet même à Obala. Il
il y avait l'ouest et le nord-ouest qui étaient aubergés à Batier, avec malheureusement des regrets de mémoire aujourd'hui, Sobjan Victor. Mais à sa suite, son épouse a pris le relais. Et enfin, il y avait le Grand Nord, c'est-à-dire à partir de la Damawa, le Nord et l'extrême Nord, avec Aboubakar Souleymane qui est encore vivant aujourd'hui. Comment se présente la plante? Il est important de parler de sa morphologie. La face supérieure là, qui est lisse, hein, derrière on a une face inférieure qui présente les lames, les lamelles et les lamellules, c'est-à-dire les persiennes que nous apercevons là. Et c'est ici que le mystère du champignon se trouve. Parce que nous avons ici, dans ces lames, à l'intérieur, logé les spores dont nous avons besoin pour avoir toutes les vertus nutritives et thérapeutiques dont on parle dans le champignon. Dans quel règne animal ou végétal classe-t-on le champignon? Il est donc du règne animal, mais en même temps du règne végétal. Et pourquoi? Parce que quand on le regarde en tant que plante, il n'a pas de branches. Il a une tige, c'est vrai, mais il ne présente pas de racines dans sa partie inférieure. Et il n'a pas de feuilles non plus. Par contre, dans sa constitution, il a tous les éléments nutritifs, les éléments thérapeutiques, c'est-à-dire curatifs, qu'on peut trouver dans une plante. On va donc maintenant dans le règne animal. Il n'a pas de cornes, il n'a pas de tête, il n'a pas de pattes, il n'a pas de revêtement pileux. Mais à l'intérieur, on trouve toutes les valeurs nutritives qu'on a dans la viande, mais encore plus. Et il sort de là, il va dans les acides aminés essentiels, il va dans les vitamines, il en renferme à profusion. On a donc pensé qu'il fallait les situer dans un règne qu'on appelle le règne intermédiaire. Et dans le langage technique, on a appelé cela le règne fongique. C'est donc un fongos, le champignon, c'est comme ça qu'on l'appellera, parce qu'il remplit les caractéristiques d'une plante, mais également les caractéristiques d'un animal, ou alors du règne végétal, ou alors du règne animal. La pratique de la myciculture passe par une bonne formation, et cultiver du mycélium tient également sur plusieurs composantes, parmi lesquelles la construction du site de culture. Le site dont la championnière dont on parlait peut se présenter sous plusieurs formes. Il faut bien dire qu'il est important d'avoir 3 compartiments dans la champignon. Le premier compartiment, c'est l'espace de travail, là où on fait tous les mélanges. Le deuxième compartiment, c'est une salle bien fermée, assez sombre, parce que là-bas va s'opérer un travail qu'on appelle l'incubation, pour permettre au mycélium que nous allons ensemencer d'envahir le milieu, dont le substrat, et maintenant une salle de récolte qui peut se présenter comme un poulailler, c'est-à-dire à moitié fermé, avec le grillage au-dessus, ou alors la moustiquaire. On peut également présenter la champignon un peu comme les serres que nous observons. Il faut bien savoir que là-dedans, il doit faire frais. Donc le sol ne doit pas être lissé à la barboutine ou alors carrelé. Le sol doit être meuble ou alors carrément on le fait en dalle comme on voit sur les trottoirs au bord de la route. Pourquoi? Parce que quand on aura à arroser, il faut bien que le sol permette que l'eau s'infiltre. Et ça s'appelle la brumisation. C'est ça qui permet de mettre de l'humidité dans le milieu. Les toitures doivent être couvertes de nattes. Même si on met les tôles pour faire le définitif, il faudrait faire un paillage de nattes à l'intérieur ou alors faire un plafond avec des matériaux de récupération toujours, parce que ça amortit la chaleur. Et l'air, le matériel d'air doit être important, parce que pour avoir la fructification, on devra avoir besoin de l'air, de la lumière et naturellement de l'humidité. Parce que maintenant, on revient au comportement de toutes les plantes, comme cela est, où on a besoin de tous ces 3 éléments réunis pour qu'on puisse avoir l'apparition des fruits. Le site construit ou identifié, il faut passer à l'achat des semences. L'un des éléments importants donc pour la culture, c'est la semence. Et c'est la semence qu'on appelle mycélium.
En d'autres termes, on appelle le blanc de champignon ou alors le blanc de culture dans le langage des myciculteurs. Nous obtenons les semences du programme d'appui au développement de la filière champignons parce que les universités, moins encore l'IRAD, ne nous ont pas encore donné facilitation comme ça se passe ailleurs. Le pourvoyeur de semences donc s'approvisionne auprès des institutions internationales. Ça peut être à Sanchou, qui est notre parrain, ça peut être en Belgique, dans les laboratoires belges ou alors dans d'autres pays qui peuvent le faire parce que les institutions internationales ont déjà travaillé dans ce sens. Quand ces semences sont obtenues, elles peuvent être en pain de mycélium ou alors en semences liquides. Elles sont donc maintenant inoculées dans les supports qui sont les prébases, qui nous sont donc octroyés, nous qui sommes multiplicateurs agréés au programme champignon. La multiplication du mycélium en classe inférieure après l'obtention des semences de base est une affaire de professionnels. Aucun détail ne doit être laissé au hasard. Nous obtenons donc la semence de pré-base auprès du programme champignon que nous venons multiplier ici en semences de base d'abord et après les semences de classe A, ce que les autres appellent les semences de deuxième génération, les B2, non, ce n'est pas les B2, c'est les semences de production de classe A. Classe A, c'est-à-dire après la semence de base, c'est la première semence qu'on utilise, qu'on obtient. On peut pousser selon la climatologie, c'est-à-dire la zone agroécologique dans laquelle on se trouve et puis la température qu'il fait, à la multiplication en classe B, qui est la semence de production de deuxième catégorie, ou alors de classe C, de troisième catégorie. On peut même aller à la classe D si on est à l'ouest ou au nord-ouest, là où il fait bien frais, avec les températures de conservation à la classe D. Donc, quand on dit semence de B1, ça c'est un langage de profane. Le langage technique veut qu'on ait la semence de pré-base, la semence de base, la semence de production de classe A, de classe B, de classe C, de classe D, selon que le multiplicateur a choisi de se déployer, et puis selon les réalités climatiques de sa zone agroécologique. Cette semence est la variété pleurote que le gouvernement a choisie pour la vulgarisation au pays. Et c'est ce que nous utilisons. Pour en savoir davantage, l'équipe conduite par Simon Niobé nous a fait l'honneur de pénétrer dans leur jardin secret. Nous sommes ici dans le compartiment semences. Ça, c'est le laboratoire semences. Nous avons ici des bouteilles standards qui nous viennent du projet champignon à Obala. Avec les étiquettes, ces étiquettes doivent indiquer la variété que nous avons reçue. Ça doit indiquer la date à laquelle nous avons reçu. Après cela, comme nous avons dit, nous multiplions donc la semence, parce que ça c'est la semence de pré-base. Nous multiplions donc la semence de base. Et cette semence de base, celle-ci, elle est faite sur le Sisongo. Comme on disait tout à l'heure, ça c'est toutes les semences faites sur le Sisongo et leur fiche d'identification est là. Ici, c'est fait sur le sorgho. Et c'est ici. Ici, là, c'est fait sur le maïs sec. Donc, nous avons le Sisongo, le sorgho, le maïs sec. Ça, c'est les semences de base. Et c'est donc à partir de ces semences de base que nous faisons les semences de production que nous allons remettre aux producteurs ou alors que nous-mêmes nous allons utiliser pour confectionner les ballottes telles que nous l'avons vu. Et c'est sur ces ballottes que les carpophores vont pousser pour récolter. Mais ce processus s'est fait dans le box d'inoculation. Dans cet univers, tout commence par le respect des codes d'hygiène très stricts. Le lait de chaux y joue un grand rôle. À présent, nous allons dérouler l'itinéraire technique, mais nous ne saurons toucher à quelque élément que ce soit sans avoir pris les dispositions d'hygiène. Parce que la myciculture se fait du milieu le moins propre au milieu carrément propre. C'est-à-dire un milieu où
aucun gène ne peut se développer. Et pour cela, nous avons donc le lait de chaux que nous préparons. Et c'est là-dedans que nous allons nous désinfecter les mains à chaque fois que nous nous sommes déplacés de notre site avant de revenir continuer le travail. Nous allons donc préparer le lait de chaux d'abord, nous désinfecter les mains avant de commencer à toucher aux autres ingrédients. Nous y allons. Pour préparer le lait de chaux, donc, nous avons besoin de notre chaux. Nous avons besoin de la chaux. Ça, c'est de la chaux éteinte, c'est-à-dire qu'on a extrait la partie inflammable. Nous sommes restés avec la partie farine. On introduit donc une petite quantité de chaux et on ajoute de l'eau. Nous avons donc ici le lait de chaux qui est l'alcool ou alors l'eau de javel du myciculteur. Ça également, c'est une stratégie pour réduire les investissements énormes pour se procurer les produits qui sont onéreux sur le marché. Donc nous avons ici le lait de chaux. C'est là-dedans donc qu'on va se laver les mains à chaque fois quand on aura besoin. Le lait de chaux fabriqué, l'équipe doit se laver les mains et y stériliser le matériel nécessaire. On se lave donc les mains dans le lait de chaux. Tout le monde va donc passer par là pour se laver les mains à chaque fois qu'on aura besoin de se désinfecter. La semence de base obtenue, il faut passer au substrat et à sa stérilisation. L'élément qui suit pour la culture proprement dite, c'est le substrat. Et le substrat, nous le définissons ici comme le support sur lequel nous allons effectuer notre culture. Les substrats sont donc de différentes catégories. On peut avoir les substrats herbes et les substrats qui sortent des arbres. Et on dira donc que nous aurons les substrats d'espèces non ligneuses. Ça veut dire tout ce qui est souche de bois blanc. Ça peut être l'avocatier, le manguier, le corosolier, le prunier, et ainsi de suite. Nous avons les nervures de feuilles de bananier. Nous avons le sisongo, comme on l'a dit tout à l'heure. Son nom scientifique, c'est le Pénicetum. Nous avons les rafles de maïs qui vont faire l'objet de notre travail tout à l'heure. Nous avons les résidus de régime de noix de palme. C'est-à-dire, quand on a récolté le régime de noix de palme, on a enlevé les fruits, le tourteau qui reste avec les piquants, on le laisse sécher et puis on peut l'utiliser comme substrat. Et ceci nous amène à dire que tous les substrats au départ doivent être séchés. Toutes les herbes que nous avons dans la nature, même le gazon, permettent de cultiver le champignon. La différence, c'est que nous devrons utiliser les herbes qui permettent de conserver de l'eau, telles que les nervures de feuilles de bananier. Nous avons le Pénicetum dont nous avons parlé. Nous avons les tiges de canne à sucre, la bagasse. Nous avons les tiges de maïs, les tiges de mil, de blé. Nous avons même les boutures de manioc quand elles sont séchées parce qu'elles ont une souche à l'intérieur qui permet de garder de l'eau. Mais comme ces substrats ne gardent pas suffisamment de l'eau, on peut donc les mélanger avec d'autres substrats. Cela s'appelle substrat composé pour faire donc un milieu qui peut garder de l'eau. On peut également utiliser le copeau de bois blanc ou alors la sciure de bois. Ça également, c'est des éléments qui peuvent être utilisés. Ce n'est pas terminé, chers passionnés et inconditionnels de la Terre, mais juste un arrêt pour vous donner rendez-vous mardi prochain à 22 h sur Canal 2 International, en espérant vous avoir apporté plus ce soir. La suite sur la culture du champignon, ce sera mardi prochain. Mais avant, permettez-nous d'adresser un merci particulier aux vrais partenaires de ce programme. Votre soutien permanent nous réconforte et réconforte surtout les hommes de l'agriculture. Bien de choses à tous, à très bientôt.